Conséquence, si j'ai fait une livraison intracommunautaire, je n'ai pas le numéro d'identification de mon client, j'ai commis une irrégularité de forme, je peux être sanctionné par une amende. Mais on ne peut pas, du moins on ne pouvait pas, considérer que la livraison n'avait pas lieu et que je devais payer la TVA en France, que réconduite. Voilà ce que dit la Cour de justice. Donc ça nous a perturbés. Et donc, dans la loi, on dit que désormais, condition supplémentaire à l'exonération des livraisons intracommunautaires, tout simplement qu'on détienne le numéro d'identification. On vient de mettre dans le fond ce qui était dans la forme, et avec, on en a profité pour dire, n'oubliez pas l'ADEME. Et puis vous avez encore une petite mesure qui concerne les ventes à la chaîne, en chaîne. Les ventes en chaîne, eh bien il s'agit de savoir à quelle opération on va imputer le transport. Quand une vente en chaîne, c'est quoi? C'est je vends un produit, je suis à Marseille, je le vends en Italie, l'Italie le vend en Allemagne et l'Allemagne le vend en Belgique. Au fond, vous avez bien compris que le bien ne va pas suivre la facture et il va aller directement de Marseille en Belgique. Donc la question, c'était de savoir à quelle opération on devait imputer la prestation de transport. Eh bien, on l'impute par principe, dit le nouveau texte, à la livraison entre le premier fournisseur et l'intermédiaire. Autrement dit, dans mon exemple, c'était de France en Italie, donc c'était la livraison imputée à l'opération France-Italie. Mais, par dérogation, si je détiens le numéro d'identification du redevable qui serait un intermédiaire, j'imagine, en Belgique, alors à ce moment-là, je pourrais imputer le transport à l'opération avec l'intermédiaire en Belgique. Les obligations d'information des plateformes concernant les biens qui sont stockés dans les plateformes, elles vont avoir des obligations très importantes d'être capables de justifier de tout ce qui est passé sur les plateformes et de le justifier, de le conserver pendant une période d'au moins 6 ans. Voilà. Et puis là, il s'agit de mesurettes, si je puis dire, mais enfin qui sont toujours utiles, puisque là on est franco-français, c'est juste des preuves de taux. L'exonération de TVA des soins dispensés par les pharmaciens. À partir du mois d'octobre, il y a une exonération de cette partie. L'application du taux réduit de 5,50 aux livres audio, maintenant y compris ceux qui sont téléchargés. Avant, il fallait un support, là, c'est plus obligatoire. Les activités culturelles, ludiques, éducatives, application générale du taux de 10%. Des précisions qui sont apportées sur les boissons non alcoolisées entre 0,5 degrés et 1,2. L'administration considère que 1,2 c'est pas alcoolisé. Le Conseil d'État avait dit que 0,5 c'était suffisant. On a donné raison à l'administration dans le texte. Et puis le taux de 5,50 pour les aliments du bétail, une petite précision. Ce taux ne va pas s'appliquer aux aliments pour les bêtes qui ne sont pas consommables. Autrement dit, les chiens et les chats. C'est juste ça. Hein. Sauf personne. Droit d'enregistrement. Première règle, droit d'enregistrement, c'est la suppression de certaines formalités. La principale qui nous concerne, c'est les actes qui constatent la prorogation et la dissolution d'une société qui ne sont plus enregistrables à compter du 1er janvier 2020. Il y en a d'autres. Certificat de propriété, inventaire des meubles, procès-verbaux d'adjudication de biens meubles, testament, etc. Comme on ne les a jamais vus, qu'on les supprime, c'est pas grave. Ensuite, le droit de partage. Alors, sur le droit de partage, des actifs, des ex-conjoints ou ex-paxés, le taux est de 2,50 et il va passer à 1,8 en 2021 et il va passer à 1,1 en 2022. Pourquoi on attend autant? Je ne sais pas. Et nous en arrivons à la phase finale, qui est le contrôle fiscal. Je ne vais pas être trop long sur cette phase finale, parce qu'elle est toujours déplaisante. En réalité, elle l'est totalement. Puisque la vraie mesure, et pratiquement la seule mesure, c'est celle de la collecte, de la possibilité pour l'administration de collecter les données qui figurent sur les plateformes en ligne dès l'instant qu'elles sont libres d'accès. La collecte de ces données
évidemment, c'est pas considérer qu'il va y avoir derrière votre smartphone, ou plutôt derrière le smartphone de l'inspecteur des impôts, une recherche en disant je regarde ce qui se passe. Ça va être la mise en place systématique de l'intelligence artificielle qui va pouvoir, par des procédés informatiques, de déceler l'ensemble des informations concernant telle ou telle entreprise ou particulier, et il va donc y avoir énormément d'informations qui vont remonter à travers ce mécanisme. Tout ce que j'aurai publié de public sur des plateformes, on dit sur des sites, eh bien, pourra être connu à l'instant même par l'administration. Dans ce total d'informations, il y en aura qui ne servent à rien pour la fiscalité. Ce sont des informations qui me sont personnelles, qui n'ont aucune incidence fiscale, donc l'administration devra les détruire dans un délai de 5 jours. Puis il y aura peut-être des informations qui pourraient être utilisées pour faire une recherche de nature fiscale, et auquel cas elle pourra les regarder pendant un délai de 30 jours. Et puis il pourra arriver que dans ces informations, il y en a qui pourraient servir à justifier une rectification fiscale, un assujettissement, et là, l'administration peut les conserver, et elle a au moins 12 mois pour le faire. Donc voilà comment ça va se passer. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces plateformes dans n'importe quelle condition? Pas tout à fait. Vous voyez que le champ de la collecte des données a une vocation: découvrir des activités occultes. Bon, ça peut se concevoir. Lever des incertitudes, des inexactitudes ou des omissions dans des déclarations. Alors là, évidemment, le champ est extrêmement large, puisque tout ce qui n'a pas été exact ou déclaré est inexact, et c'est une omission. Donc cette deuxième ligne est évidemment extrêmement importante. Le reste, évidemment, c'est tout à fait c'est de notre nature, hein, qui sont la fabrication, la détention de tabac, d'alcool, la contrebande, les fausses déclarations, tout ça, c'est évidemment de la délinquance plus économique et plus large que la seule délinquance fiscale, puisque ça correspond à une délinquance pour le moins douanière. Donc c'est en fonction de ces objectifs que l'administration fiscale se doit peut utiliser ce dispositif. C'est un dispositif, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, puisque les libertés individuelles, comme on dit, elles sont quand même, dans ce cas d'espèce, un petit peu réduites. Je rappelle que quand j'étais plus jeune, la CNIL empêchait de relier le fichier de la DGI avec le fichier de l'URSSAF, parce que c'était attentatoire aux libertés. Vous voyez ce qui s'est passé en quelques 20 ans, à peu près, sur notre environnement. Donc voilà un petit peu ce que l'on a comme mesure particulièrement importante. Ce que je viens de vous dire, c'est les délais de conservation, les garanties. Alors, les garanties, il n'y aura évidemment pas tous les inspecteurs des impôts qui pourront faire cette recherche par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est quelque chose d'important, mais il faut quand même lui donner quelques indications. Donc, il y aura des agents habilités, et puis la destruction des données, et l'impossibilité de faire de la reconnaissance faciale. J'ai entendu hier ou ce matin que la reconnaissance faciale avait été expérimentée à Nice sur la base d'un volontariat de ceux qui acceptaient d'être reconnus. Résultat des courses, 100% de réussite. Extraordinaire. Donc, voilà et la collecte. Il y aura des rapports d'évaluation, évidemment, que c'est une affaire sensible. Donc la CNIL a été sensibilisée. Il faudra lui faire un rapport, ainsi qu'au Parlement, et dans 18 mois, et puis 6 mois avant la fin de l'opération. Gageons néanmoins que cette expérience va se révéler favorable et que ce montant, cette procédure sera prolongée définitivement. Et tout ça nous donne que les agents des impôts
progressivement deviennent plus des officiers de police judiciaire, ou du moins font de la recherche vers des acteurs qui peuvent être dangereux. Et donc, à quoi on l'observe? Le législateur a prévu qu'on pourrait protéger l'identité des agents d'administration dans certains cas. Et dans les cas où ils ont découvert évidemment des fraudes qui seraient de nature à mettre en cause leur intégrité. Et puis une mesure qui est celle de l'indemnisation des lanceurs d'alerte en matière fiscale. On se souvient qu'on l'avait eu à titre expérimental, limité aux opérations de fraude internationale. Il y avait même une liste d'articles qui étaient visés. Eh bien, désormais, c'est de droit, puisque c'est dans le Code général des impôts. Et désormais, c'est étendu aux fraudes à la TVA. Et c'est étendu aux fraudes les plus graves. Ah, ça, c'est intéressant. Les fraudes les plus graves, ce sont celles qui sont sanctionnées par une amende de 80%. L'amende de 80%, elle s'applique dans 4 cas. 1, l'activité occulte. 2, la non-déclaration de compte à l'étranger. 3, les manœuvres frauduleuses. Et 4, l'abus de droit fiscal. Donc dans ces 4 cas, eh bien, on est susceptible de pouvoir utiliser ce mécanisme là-dessus. Et vous avez une mesure qui est là, toute petite, qui disent les sites, le site de la DGFiP va publier les opérateurs de plateforme qui sont non coopératifs. Bon, je dis pourquoi la DGFiP va publier ces opérateurs non coopératifs. C'est pour nous ennuyer. C'est pour dire que comme ce sera publié, si vous allez sur ces plateformes pour réaliser des opérations dont vous savez que les plateformes ne vont pas donner des informations à l'administration, ça veut dire que vous êtes complice de cette irrégularité. Par conséquent, si on vous découvre, on vous dira, vous aviez qu'aller sur le site de la DGFiP et vous auriez vu que vous utilisez une plateforme qui ne donne pas d'informations à la DGFiP, donc vous l'avez fait exprès. Grosso modo, c'est le raisonnement que l'on va subir. Voilà ce que l'on peut dire sur cette loi de finances en matière y compris de fraude fiscale. Je pense qu'il faut peut-être à 7h30 s'arrêter, ou alors vous me donnez encore un quart d'heure. C'est au choix. Il y a une grande envie de rester une demi-heure de plus de la part de tout le monde. Donc, je voudrais vous dire en 5 minutes, d'une part, qu'il y a 3 éléments qui méritent d'être pris en considération. Depuis le 1er janvier 2020, l'application du mini-abus de droit, c'est-à-dire l'abus de droit à but principalement fiscal. Pour moi, il n'y a pas de différence de nature entre le petit et le grand, et que par conséquent, l'administration pourra faire ce qu'elle veut. Deuxièmement, la différence entre les deux, c'est que le grand, c'est 80%, le petit, c'est les pénalités que l'administration voudra bien décider. La deuxième mesure que je voudrais évoquer, c'est le droit à l'erreur. Il faut constater que l'administration utilise assez largement le droit à l'erreur, et lorsqu'elle constate, elle pense que vous avez omis de faire telle ou telle déclaration de revenus, elle vous le dit, et elle vous joint en même temps la possibilité de régulariser ce qu'elle croit avoir été pour vous une erreur. Et si vous constatez que c'était une erreur, eh bien entendu, vous régularisez, et votre amende est de la moitié des intérêts de retard, donc c'est plutôt une position favorable. La troisième mesure, c'est la mesure sur la loi sur la fraude qui comprend un axe principal, c'est la pénalisation de la fraude fiscale, de la grande fraude fiscale. Et notamment la suppression, dit-on, du verrou de Bercy, qui a pour conséquence de faire que l'administration est obligée, quand elle constate des irrégularités d'au moins 100 000 € d'impôts, accompagnées de 80% de pénalité, elle est obligée de transférer le dossier au parquet. Elle n'a plus le choix. Avant, elle faisait ce qu'elle voulait.
Quand elle va transmettre le dossier au parquet, eh bien, il faut qu'on ait à l'esprit que le parquet va devoir faire une enquête préliminaire pour savoir si je suis un fraudeur. Et quand on fait une enquête, le risque qui peut apparaître, c'est que l'enquêté explique ce qui s'est passé et met en cause la responsabilité des conseils. Et dans ce cas, eh bien, il peut arriver que ce qui avait disparu dans les sanctions pénales en matière de fraude fiscale, c'est-à-dire la complicité, alors qu'elle existait dans le passé quand il y avait instruction, ça pourrait revenir dans la période nouvelle. Voilà ce que l'on peut dire sans abuser de votre temps et redonnant la parole à votre responsable qui vous a bien...